Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Ouvrons ce journal par ce concours organisé par le Centre des jeunes dirigeants, un concours pour trouver les meilleurs projets de start-up. C'est une plateforme au service des entrepreneurs qui aide au financement des jeunes porteurs d'idées, une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie. Nadia Ija, Franck Quadio. Un pas de franchi pour ces 3 porteurs d'idées. Leur start-up, jeune entreprise à fort potentiel sélectionnée pour la grande finale du grand concours Pitch Hub Africa. La valorisation de la culture africaine chez l'enfant, une application numérique sur l'artisanat et des stratégies pour booster la cuniculture ou l'élevage de lapins. Des idées qui ont séduit le jury d'experts internationaux. Les participants, au nombre de 13, ont eu chacun 5 minutes pour défendre leur projet. C'est une plateforme qui a pour vocation de connecter les entrepreneurs du continent et les investisseurs. Tous les projets qui sont venus étaient des projets pour nous gagnants, puisqu'ils vont repartir avec accès à nos partenaires et donc faire grandir et améliorer leurs projets. Prochaine étape, la grande finale pour l'obtention de financement. Une opportunité à saisir. Les différents partenaires de cette compétition nous ont promis pas mal de choses qui sont assez intéressantes pour des jeunes entrepreneurs, de l'accompagnement et aussi la possibilité d'être incubé et aussi d'aller au Maroc pour pouvoir compétir avec les autres des différents pays africains. Pour Andy Max Ableyi, l'organisateur de l'étape ivoirienne, il faut multiplier ce type d'activité. Cette année, nous avons décidé de travailler sur l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire que nous allons permettre à des jeunes, des étudiants, des élèves de côtoyer le monde des entreprises. Et cela, nous essayons de corriger ça. Rappelons que le pitch d'Abidjan n'est qu'une étape des présélections du Hub Africa qui se tiendront dans 6 autres pays. La grande finale aura lieu les 2 et 3 mai 2018 à Casablanca, au Maroc. À Bouaké, dans le Bouaké, 40 étudiants de l'UFR des sciences médicales viennent d'être outillés aux techniques pédagogiques à l'issue d'un séminaire sur la pédagogie qui a duré 5 jours. Séminaire organisé au campus 1 de Bouaké à l'endroit des futurs enseignants. Reportage Alain Essois et Kwadjo Kwame de la station régionale RTI Bouaké. Ils sont au nombre de 40, ces internes et assistants-chefs des cliniques de l'UFR Sciences médicales de l'Université Alassane Ouattara. 5 jours durant, ils ont été outillés à rénover l'approche pédagogique à travers le développement de nouvelles méthodes et l'utilisation des ressources de manière plus efficace pour davantage impliquer les acteurs universitaires et en premier les enseignants. On a constaté que les assistants, quand ils arrivent, qu'ils n'ont pas un ancrage sur lequel ils doivent s'appuyer pour pouvoir dispenser des cours. Donc nous, ici, on leur apporte quelque chose qui va leur permettre de s'améliorer au fur et à mesure. Et nous serons là pour les suivre afin que Bouaké demeure toujours l'université première. Permettre à ces futurs enseignants d'acquérir les bases de la pédagogie afin de mieux inculquer le savoir aux étudiants. Ces actifs et forces vives de demain. Tel est l'objectif assigné à ce séminaire. De quoi réjouir les participants qui souhaitent que ce type d'initiative soit perpétuée. Nous sommes les internes et nous sommes amenés à apprendre la carrière d'enseignant. Et cette formation nous permet d'asseoir les éléments basés de la pédagogie. Nous avons appris comment nous tenir devant les étudiants, comment aborder les étudiants. Reste encore d'énormes défis à relever pour hisser le système d'enseignement supérieur ivoirien. Et ce séminaire sur la pédagogie de l'enseignement vient ainsi redonner du sens au principe d'égalité pour permettre la réussite de tous les apprenants au sein d'une formation supérieure de qualité. Dans la région de l'Indénié-Duablin, la problématique de la violence en milieu scolaire est une véritable préoccupation pour les populations. Les cadres, la chefferie traditionnelle, les acteurs du système scolaire et l'ensemble des différentes couches de la société se sont retrouvés à Abengourou pour tenter de trouver des solutions à la crise qui secoue l'école dans la région. Eugène Atoubé. Il aura fallu le contre-coup dans l'Indénié-Duablin des crises répétitives de l'école pour que le système scolaire dans cette région bénéficie de toutes les attentions. Attention des élus, cadres, autorités administratives et coutumières, attention aussi de la communauté éducative et des populations. Nous, les cadres, ayant bénéficié de cet ascenseur social, on se doit d'être un modèle et faire un pas de plus pour que nous édifions un mécanisme nouveau pour régler et réguler l'école. Chacun y est allé de ses arguments et de sa vision de l'école pour enrichir la réflexion au cours des travaux en atelier.
Les élèves au cœur des violences dans les collèges et lycées ont été mis à contribution autant que les parents. Quand j'étais à Kiman, quand tu fais quelque chose, quand tu n'as pas étudié, tu viens, ton cœur bat. Il te dit que si tu n'as pas une bonne moyenne, le professeur, souvent il appelle les parents ils ne disent rien. Mais lui-même, il prend ses responsabilités d'abord. On te met à genoux devant tout le monde, à la récréation, tout le monde te regarde. Il faudrait que nous sachions pourquoi nous allons à l'école. Il ne faudrait pas que nous le fassions pour nos parents. On le fait pour nous, pour pouvoir s'en sortir dans la vie. C'est un tableau bien sombre qui résume l'état du système scolaire dans la région de l'Indénie-Duablin, selon l'analyse diagnostique faite par les autorités éducatives. Tableau dans lequel les élèves, les enseignants et autres personnels des collèges et lycées sont tous comptables des crises survenues ces dernières années. Les autres composantes du corps social, les parents d'élèves notamment, n'y échappent pas. Il n'y a pas toujours ce réflexe de venir voir ce que l'enfant fait, d'aller même au collège, d'aller dans l'établissement pour savoir si l'enfant est véritablement présent à l'école. L'autorité fait sa part. Mais je dis, il est temps que les populations prennent conscience de l'éducation de leurs enfants. Nous sommes co-éducateurs, nous les parents d'élèves, nous les populations. L'État seul ne peut pas s'engager dans les dépenses éducatives, dans les projets éducatifs de nos enfants. Les crises du système scolaire dans l'Indénie-Duablin, une responsabilité partagée et bonne conscience comprise, tous s'accordent sur l'exigence d'œuvrer pour que l'école dans l'Indénie-Duablin retrouve son rayonnement d'antan. Et ce contrat qui doit lier et les élèves, et les enseignants, et l'école, est une très bonne chose. D'ailleurs, au niveau même du gouvernement, il est de plus question d'un contrat de performance que chaque fonctionnaire doit signer avec le gouvernement, avec l'État. Il est prévu une large diffusion des résolutions du séminaire d'Abengourou, une initiative qui pourrait faire école dans les autres régions du pays. Après l'étape de Kong, c'est Béoumi. C'est à Béoumi que l'ANSUT a déposé ses valises. L'objectif est le même, la vulgarisation des TIC en Côte d'Ivoire. Et pour y arriver, l'Agence nationale de services universels des télécommunications et l'Association nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire mènent des actions sur le terrain. Cela à travers une caravane dénommée École du blog et d'initiation à l'usage des TIC pour la production des contenus locaux. Sur place, à Béoumi, ce sont plus de 250 personnes qui sont désormais outillées à la création d'un emploi à travers un ordinateur et un téléphone portable. Reportage Soro Corona et Kader Sogodogo, RTI Boaké. La caravane École du blog et d'initiation à l'usage des TIC, technologies de l'information et de la communication pour la production de contenus locaux se poursuit à travers le pays. Pour la deuxième étape, c'est la commune de Béoumi qui a vu 250 personnes formées à l'utilisation d'Internet. Par cette caravane, l'ANSUT, Agence nationale du service universel des télécommunications, veut former et éduquer les populations à l'utilisation quotidienne de l'Internet afin de découvrir et profiter des avantages et opportunités qu'offre le numérique. Il s'agit en fait de vulgariser l'usage des TIC auprès des populations, auprès de la communauté rurale, le plus largement possible. L'ANSUT est accompagnée dans cette caravane par l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. Ainsi, avec les outils de base des TIC, notamment l'ordinateur, plusieurs métiers sont disponibles en toute légalité. Le blogging, le digital management, le web entrepreneuriat, le métier d'analyste programmeur. Nous parlons de l'initiation basique à l'utilisation d'Internet, l'utilisation des services de Google, de même que l'entrepreneuriat via le web. Débuté le 4 janvier, l'école du blog et d'initiation à l'usage des TIC prend fin le 22 janvier prochain avec l'étape de San Pedro. Ce sont au total 1000 personnes qui seront désormais capables de produire des contenus locaux avec Internet. Hors de nos frontières, pour retracer l'histoire de l'esclavage, le maire de la ville de Bordeaux, Alain Juppé, a fait construire un musée, un centre de recherche pour mieux expliquer l'histoire de la traite négrière. Mamadou Kouassi est de retour de Bordeaux. Entre le 15e et le 19e siècle, près de 12 millions d'Africains furent déportés sur les côtes américaines. Un véritable commerce entre 3 continents, à savoir l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. La ville de Bordeaux, située au sud de la France, a été un carrefour important dans ce commerce triangulaire pour le compte du continent européen. Les produits servant d'échange
avec les esclaves transités par cette ville, ainsi que les fruits des efforts de ces esclaves dans les champs sur le continent américain. Bordeaux était l'entrepôt de l'Europe. Toutes les denrées coloniales, enfin quantité de denrées coloniales, transitaient par Bordeaux avant de gagner Londres, Amsterdam ou Hambourg. Et de la même manière, beaucoup de denrées arrivaient de toute l'Europe qui repartaient destinées à alimenter les colons installés dans les colonies. Cette position a beaucoup contribué au développement de plusieurs villes européennes, dont Bordeaux, qui jouent aujourd'hui des retombées de ce commerce jugé honteux. La plupart des infrastructures qui font la fierté de la ville de Bordeaux sont le fruit de cette traite négrière. Et les efforts de ces Africains sont reconnus aujourd'hui, d'où l'ouverture d'un musée retraçant l'histoire de cette page noire du continent africain. Une reconnaissance du maire Alain Juppé, avec l'implication de la diaspora dans la valorisation des retombées. L'arbre, avant de grandir, puise sa source dans la terre nourricière. On ne peut pas vouloir avancer si on ne sait pas notre histoire. Donc il était important pour nous, en tout cas issus des diasporas, de nous battre auprès d'Alain Juppé qui a toujours eu cette volonté-là de faire avancer les choses, de pouvoir réaliser, on va dire, ce musée. Le musée de Bordeaux retrace toute l'histoire de la traite négrière, des premiers bateaux qui ont accosté sur le continent africain, en passant par la vie de ces esclaves sur le continent américain. Les productions de canne à sucre et les champs de café. Dans ce musée, l'on peut retrouver les extraits de naissance de certains esclaves installés sur des territoires français et sur le continent américain à l'image d'Haïti, de la Guadeloupe et de la Martinique. On y trouve également des produits des terroirs ivoiriens. On estime à environ 4000 le nombre d'Africains ou d'Antillais installés en Aquitaine au XVIIIe siècle. Beaucoup d'entre eux étaient esclaves, mais des esclaves domestiques. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Badama, de passage dans ce centre de recherche, s'est réjoui de cette richesse dont pourraient s'inspirer les chercheurs ivoiriens dans le cadre de l'élaboration de la route de l'esclave. Si les Européens, qui eux-mêmes ont été des acteurs principaux de l'esclavage, reconnaissent leur place et leur rôle, pourquoi nous, Africains, devons nous taire, continuer de nous taire sur notre rôle, notre complicité et notre contribution à l'esclavage? C'est donc la problématique. Et il était bon que nous venions ici à Bordeaux pour nous informer, pour voir comment le musée d'Aquitaine est structuré, pour que nous puissions enrichir nos musées et notre route de l'esclave. Si ce commerce continue de faire des heureux sur d'autres cieux, il était l'une des pires histoires du continent africain, de par la pète de ses braves valides. Au Libéria, la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf a été exclue du Parti de l'Unité avec 4 autres membres. Une décision qui fait suite aux rumeurs de soutien de la présidente à George Weah, l'opposant de Joseph Boakai, vice-président de Johnson Sirleaf et candidat malheureux du parti à la présidentielle. Le Parti de l'Unité est de plus en plus fragilisé par des dissensions internes, ce qui laisse planer le doute quant à son avenir. La claque du ciel, c'est ainsi que le président de l'autorité palestinienne a qualifié l'offre de paix de Donald Trump. Plus d'un mois après la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, Mahmoud Abbas s'est exprimé dimanche 14 janvier lors de la réunion d'ouverture du Conseil central de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Une réunion qui doit définir la stratégie des Palestiniens vis-à-vis de l'administration américaine. Le président de l'autorité palestinienne s'est montré particulièrement offensif à l'égard des États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci.